L'expérience des dernières années nous apprend que quand un candidat d'une communauté ethnoculturelle cogne lui-même à la porte d'un parti politique, ou quand c'est le parti politique qui le recrute en électron libre, très rapidement, le système le casse et le transforme en un politicien du système qui défend son parti politique plutôt que de faire avancer les intérêts de sa communauté. Pour corriger ce travers, il est urgent que ce soit les organisations des communautés ethnoculturelles qui proposent des candidats au parti. Ainsi, nos élus seront redevables d'abord à leur communauté d'origine. En outre, si nous voulons combattre la sous-représentativité des communautés ethnoculturelles en politique, il est impératif de mettre sur pied des organisations politiques et économiques au sein de nos communautés. Si nous sommes organisés politiquement et financièrement, nous forcerons les partis politiques à tenir compte de nos choix dans les comtés ou circonscriptions où nous sommes numériquement forts ou majoritaires. Si nous sommes organisés et unis, les partis politiques devront tenir compte de nos choix. En politique, on ne bat pas la démographie. En terminant, qu'il me soit permis de reproduire les 3 conseils de Mao Zedong. Organisation, organisation, organisation. Jean Fils-Aimé, novembre 2017. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons réfléchir à nos faiblesses en tant que communauté migrante africaine, en tant que communauté migrante d'afro-descendants, ce qu'on appelle la diaspora noire. Nous sommes numériquement forts, pourtant politiquement nous sommes faibles. Nous sommes numériquement forts, pourtant financièrement nous sommes faibles. Et la question que je me pose, pourquoi sommes-nous si faibles en diaspora malgré le fait que nous sommes nombreux? Tout à l'heure, je vais vous citer un certain nombre de chiffres. Vous-même serez surpris d'apprendre que nous sommes si nombreux en tant que communauté migrante d'origine africaine, en tant que communauté migrante d'afro-descendants. Et pourtant, peu importe le pays où nous avons immigré, nous sommes communautairement faibles, nous sommes politiquement sous-représentés. Ne soyons plus étonnés que les gouvernements des divers pays où nous nous retrouvons ne se préoccupent pas de nos intérêts. Ne soyons pas étonnés du fait que nos enjeux ne sont même plus pris en compte par les gouvernements. Parce que, malgré le fait que nous sommes numériquement forts, par le fait que nous sommes mal organisés, inorganisés ou non organisés, nous sommes faibles politiquement, au fait nous n'existons même pas et financièrement nous n'avons aucun poids. En cette fin d'année, si nous voulons que ça change, nous devons poser un diagnostic cru, nous devons établir un état des lieux de notre faiblesse en tant que diaspora, en tant que communauté migrante et trouver les solutions à nos faiblesses. La table est mise. Ce matin, nous allons dire les vraies affaires comme à chaque dimanche. Je vous veux éveiller. Je vous invite donc, vous connaissez le rituel, à vous faire une bonne tasse de thé, à vous offrir une bonne tasse de café, du chocolat chaud. En tout cas, offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, tout ce qui est de nature à vous garder attentif. Ce matin, nous allons nous dire les vraies affaires. On s'arrête ici, le temps d'une pause. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure.
Avant la pause, on s'était promis de réfléchir à l'état de faiblesse de nos communautés migrantes, de nos diasporas en pays d'accueil. Nous sommes numériquement forts et pourtant, financièrement, nous sommes faibles, politiquement, nous sommes faibles. Pourquoi? Bon. Je voudrais dans un premier temps rappeler la définition classique de la diaspora, camper un bref historique de ce mot, et vous citer quelques chiffres, n'est-ce pas, donc dans cet état des lieux de nos communautés migrantes, et réfléchir après sur les raisons pour lesquelles nous sommes politiquement faibles et financièrement faibles. Bon. Le mot diaspora est un mot grec qui signifie dispersion. Il référait, ce mot-là, dans l'Antiquité, aux diverses communautés grecques qui évoluaient en dehors du territoire de la Grèce antique. Plus tard, vers le IIe siècle avant notre ère, le mot en est venu à désigner les diverses communautés juives qui évoluaient en dehors du territoire d'Israël. De nos jours, et cela depuis les années 80, le mot diaspora réfère aux diverses communautés migrantes qui évoluent, cela va sans dire, en dehors de leur territoire d'origine. C'est ainsi, par exemple, qu'on va parler d'une diaspora haïtienne qui date d'une centaine d'années, puisqu'elle a commencé avec l'occupation américaine d'Haïti entre 1915 et 1934, et cette diaspora haïtienne est évaluée à environ 2 millions de personnes. Quant à la diaspora africaine, il faut y aller par pays, exemple, ou bien par continent. Ainsi, par exemple, on évalue la diaspora africaine en Europe à environ 7 millions de personnes. Ce chiffre inclut à la fois les Africains qui sont arrivés de l'Afrique subsaharienne ou d'autres afro-descendants. En France, pour citer, n'est-ce pas, un certain nombre de pays, on évalue, n'est-ce pas, la diaspora africaine à environ 619 000 personnes, selon une statistique qui date de 2015. Ce chiffre inclut, n'est-ce pas, les Maliens qui sont arrivés en tête avec 76 500 personnes, les Sénégalais, 67 000 personnes, puis des ressortissants de la République démocratique du Congo qui sont évalués à 64 000 personnes. Aux États-Unis, la diaspora africaine est évaluée à environ 4,3 millions de personnes, tandis qu'au Royaume-Uni, le nombre d'Africains subsahariens seulement est évalué à environ 500 000 personnes. Donc, rien qu'en considérant la diaspora africaine en Europe, la diaspora africaine, n'est-ce pas, aux États-Unis, eh bien, on réalise que nous sommes numériquement forts. Et cela n'inclut pas d'autres pays de l'Europe, par exemple. Nous sommes numériquement forts. Pourtant, si on compare la diaspora noire, si on compare la diaspora africaine, la diaspora, n'est-ce pas, d'afro-descendants à d'autres types de diaspora, nous réalisons à quel point nous sommes politiquement faibles, à quel point nous sommes économiquement faibles. On parle, par exemple, de la diaspora asiatique, qui est politiquement bien organisée. Aujourd'hui, on va parler de la Convention mondiale des Chinois. Les Chinois en diaspora se sont donné une structure politique, n'est-ce pas, pour défendre, pour faire avancer leurs intérêts. Quant à la communauté juive, n'est-ce pas, on parle du Congrès mondial juif qui est là pour défendre les intérêts politiques, les intérêts culturels, les intérêts juridiques de la communauté juive. Pourtant, nous, les Noirs, nous, les Africains, nous, les Afro-descendants, malgré le fait que nous sommes numériquement forts, répétais-je, nous continuons, après de nombreuses années de migration, nous continuons à être politiquement faibles, à être financièrement faibles. Avant de nous intéresser aux causes de la faiblesse de nos communautés migrantes, de la faiblesse de nos diasporas,
il serait important de voir historiquement pourquoi nous, les Afro-descendants, pourquoi nous, les Africains, pourquoi nous, les Noirs, nous avons laissé nos pays respectifs vers d'autres pays. L'une des causes, c'est les régimes de dictature que nous avons connus. En Haïti, par exemple, eh bien, le régime des Duvalier a chassé les cerveaux, a chassé les gens compétents. Donc, ces gens-là ont fui vers d'autres pays. Eh bien, c'est la même chose aussi, n'est-ce pas, dans nos pays africains, les régimes de dictature qui ont sévi dans nos pays respectifs ont déstructuré certaines villes, ont déstructuré certains territoires, en sorte que les gens étaient nombreux à laisser le pays. L'instabilité politique. Par instabilité politique, j'entends notre incapacité à gérer sur ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'alternance des pouvoirs. Quand un individu, n'est-ce pas, ou un groupe d'individus parvient au timon des affaires, eh bien, il veut garder le pouvoir pour lui-même. Ça crée une instabilité politique. Parfois, ça va virer, n'est-ce pas, en des guerres civiles qui provoquent, n'est-ce pas, des crises sociales terribles. Et donc, c'est aussi l'une des causes qui explique, n'est-ce pas, l'émigration noire. Avant de réfléchir aux causes nombreuses de la faiblesse politique et de la faiblesse économique de nos communautés migrantes ou de nos diasporas respectives, eh bien, ce serait intéressant de se pencher sur les causes de l'émigration noire. Eh bien, ces causes-là, on les connaît. D'abord, les régimes de dictature qui ont sévi dans nos pays respectifs. Parce qu'il y a des dictatures, n'est-ce pas, il y a de l'instabilité politique souvent, parce qu'il n'y a pas d'alternance politique dans nos pays, et les dictateurs qui sévissent dans certains pays, les régimes politiques qu'il y a dans nos pays, font en sorte que, n'est-ce pas, certaines parties de la population, certaines franges de la population fuient tout simplement. Il y a la question de l'instabilité politique. La question de l'instabilité politique va provoquer aussi, n'est-ce pas, des guerres civiles, si bien qu'on se retrouve avec un nombre effarant de demandeurs d'asile, un nombre effarant de réfugiés. C'est le cas, par exemple, pour le Soudan, c'est le cas, par exemple, pour la République démocratique du Congo, et ces deux pays se retrouvent en tête de liste des pays africains en matière de demandeurs d'asile ou en matière de réfugiés. Eh bien, nous émigrons aussi à cause du problème du chômage. Vous savez, à cause de l'instabilité politique, des régimes de dictature, souvent des régimes de dictature, n'est-ce pas, s'accaparent des ressources du pays, c'est souvent une oligarchie, et donc on n'arrive pas à régler nos problèmes de chômage, nos problèmes de pauvreté, et donc les gens qui le peuvent fuient pour aller chercher du travail ailleurs. Mais c'est aussi les diverses crises économiques. Parfois, ce sont, n'est-ce pas, des crises économiques qui sont dues à telle politique qui est imposée par les instances internationales. Pensez par exemple à tous ces programmes d'ajustement structurel qui ont justement déstructuré l'économie de nos pays, lesquels ajustements vont faire en sorte que nos frères, nos sœurs, nos compatriotes, n'est-ce pas, cherchent une vie meilleure ailleurs. Depuis un certain temps, on parle, n'est-ce pas, de migrants écologiques, car ce sont des migrants qui fuient leur pays d'origine à cause des problèmes écologiques, que ce soit des problèmes de désertification, des problèmes de sécheresse, etc. Ou, finalement, eh bien, l'immigration ou l'émigration noire s'explique aussi par le regroupement familial. Vous avez tel oncle, vous avez tel père, vous avez telle mère, n'est-ce pas, qui a émigré ailleurs, et à l'évidence, après un certain nombre d'années, eh bien, ce père, cette mère, va vouloir faire entrer aussi sa famille. Donc, nous avons le portrait des causes de l'émigration noire dans le monde. Pourtant, ma question demeure. Pourquoi, malgré le fait que ça fait déjà un certain nombre d'années, dans le cas d'Haïti,
plus d'un siècle que nous émigrons, nous sommes nombreux en terre étrangère, on nous évalue à 2 millions. Pourquoi sommes-nous si faibles politiquement? Pourquoi sommes-nous si faibles financièrement? Vous savez, cette question intéresse les sociologues depuis un certain nombre d'années. Les sociologues font des études comparatives, ils s'intéressent au comportement, par exemple, des Juifs en terre d'immigration. Ils comparent le comportement des Asiatiques en terre d'immigration et ils comparent le comportement, n'est-ce pas, des Noirs en terre d'immigration. Ils comparent nos communautés migrantes à d'autres types de communautés. Et là, on réalise que nous, les Noirs, nous, les Afro-descendants, nous, les Africains, nous nous comportons différemment en terre d'immigration comparé à d'autres, si bien qu'on a forgé pour nous un terme qu'on appelle justement une culture d'émigrés. En sorte que, malgré le fait que nous avons, dans le cas des Haïtiens, plus d'un siècle en terre étrangère, malgré le fait que nous sommes établis, n'est-ce pas, dans les pays d'accueil depuis longtemps, nous continuons de cultiver ce qu'on appelle une culture d'émigrés qui nous empêche d'être forts politiquement, qui nous empêche d'être forts financièrement. En quoi consiste, n'est-ce pas, cette culture d'émigrés selon la formule du sociologue Rochebrune, forgée en 1996? Eh bien, cette culture d'émigrés consiste à se dire « Je suis venu en terre étrangère d'abord pour réussir ». Et quand on dit réussite, c'est la réussite de soi, la réussite de sa famille et la réussite de ceux qu'on a laissés dans son pays. Et vous allez voir dans cette culture d'émigrés, je suis venu d'Haïti, toi tu es venu du Sénégal, un autre est arrivé du Mali, mais la principale préoccupation, c'est de réussir, une réussite de soi, pas nécessairement une réussite communautaire. Pour l'instant, on oublie la communauté, on a fui son pays, eh bien on est ici pour soi, on est ici pour sa famille et pour ceux qu'on a laissés derrière. Et dans cette culture d'émigrés, n'est-ce pas, on va consentir beaucoup de sacrifices pour soi, mais pour ceux qu'on laisse en arrière. Cette culture d'émigrés repose aussi sur un attachement à sa communauté locale, mais communauté au sens micro du terme. Et c'est ainsi, par exemple, que chaque Africain qui émigre, chaque Haïtien qui émigre, chaque Afro-descendant qui émigre va s'attacher encore à toute organisation de son village, à toute organisation parfois de son quartier, à toute organisation de son école d'origine. Pour utile que soient ces organisations, elles nous empêchent en tout cas de voir la forêt, puisqu'on considère telle branche, on considère telle partie de l'arbre. La culture d'émigrés va faire en sorte qu'on valorise l'éducation parce qu'on veut réussir en terre, n'est-ce pas, étrangère, mais encore une fois, on valorise l'éducation pour soi et pour les enfants, toujours dans le but d'une réussite individuelle. Dans cet esprit d'émigré, on va développer l'esprit de débrouillardise. Chacun, n'est-ce pas, va vouloir développer un certain talent de créativité, mais jamais pour développer sa communauté, toujours dans le but de réussir soi-même. C'est pas pour rien que je reprends le mot réussite individuelle. Quand j'ai laissé Haïti à destination du Canada, c'était dans le but de réussir ma vie. C'était dans le but, n'est-ce pas, d'avoir une meilleure vie pour moi. En sorte que, avec le temps, je continue à penser de cette manière-là et je refuse de penser à la réussite de la communauté en général. On appelle ça justement la culture d'émigrés. Et ces réflexes-là, on les retrouve principalement chez nous, les Noirs. On les retrouve principalement chez nous, les Africains. On va penser à notre réussite. Bien sûr qu'on va donner un coup de main aussi, n'est-ce pas, à nos villages d'origine. On va donner aussi un coup de main à notre communauté d'origine. Mais on ne pense pas à développement. On ne pense pas, n'est-ce pas, à fortifier nos communautés.
on pense à devenir plus fort soi-même. On pense à devenir plus forte, n'est-ce pas, en tant que famille, mais jamais au sens macro. Et c'est là où justement nous sommes différents des Juifs qui vont mettre sur pied un congrès mondial juif pour faire avancer les intérêts des Juifs du monde entier. Donc il faut se poser la question, pourquoi après toutes ces années d'émigration, nous en sommes encore à ces petites organisations qui s'expliquent, n'est-ce pas, par des guerres de chapelle entre nous. En France seulement, dans les années 90, on a estimé, écoutez bien, à plus de 400 organisations africaines qui réglaient toutes sortes de problèmes, mais des problèmes qui étaient liés aux localités respectives des Sénégalais, qui étaient liés aux problèmes respectifs des Maliens, qui étaient liés aux problèmes respectifs des Mauritaniens, par exemple. Jamais ne sommes-nous capables de mettre sur pied une vraie organisation financièrement solide, une vraie organisation politiquement, n'est-ce pas, représentative des meilleurs d'entre nous pour faire avancer nos agendas au sein de nos pays d'accueil. Chacun va continuer à mettre sur pied sa petite organisation pour son village. Chacun va continuer, n'est-ce pas, à mettre sur pied une petite organisation pour faire avancer les intérêts de son école, pour faire avancer les intérêts, n'est-ce pas, de son village. Pour utile, répéter que soient ces organisations, elles ont au moins une faiblesse. Elles nous collent le nez à l'arbre et nous empêchent de voir la forêt. Or, pour faire avancer nos intérêts politiques, nous devons nous élever au-delà des arbres respectifs et commencer à porter un regard panoramique sur la forêt. Et c'est là où nous devons réfléchir ensemble comme Noirs, comme Afro-descendants, comme Africains, parce que nous avons une sérieuse faiblesse, une sérieuse lacune à combler à ce stade-ci. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Nous sommes faibles politiquement et financièrement parce que, ayons le courage de le dire, malgré le fait que nous sommes établis depuis longtemps en terre étrangère, nous continuons par être mus par la même motivation de la réussite personnelle. Donc le chacun pour soi nous colle à la peau. C'est à ce point vrai que si je réussis individuellement ma vie en terre étrangère, eh bien, j'estime que j'ai accompli, n'est-ce pas? J'ai rempli la mission que je m'étais donnée en voyageant. Donc si moi je réussis, même si ma communauté à laquelle j'appartiens continue de traîner, n'est-ce pas, les pattes en termes d'emploi, continue, n'est-ce pas, de se retrouver au bas de l'échelle en termes de ses droits, c'est pas grave parce que moi je réussis personnellement et qui pisait, je vais même fuir cette communauté, je vais aller vivre dans des localités en banlieue où ma communauté n'a pas accès, justement pour couper les liens. Pour quelle raison? Parce que dans ma culture d'émigré, ce qui m'avait porté à m'établir en terre étrangère, c'était ma réussite personnelle. Maintenant que je réussis personnellement, bien sûr que je peux aider, je peux faire l'aumône, je peux de temps en temps, n'est-ce pas, donner quelques dollars comme œuvre de charité, mais ma réussite personnelle me suffit, je ne pense pas à la réussite de ma communauté. Nous sommes faibles politiquement et économiquement, et ceci est un corollaire de la première raison, c'est parce que même en terre étrangère, après toutes ces années d'immigration,
nous continuons de colporter les mêmes préjugés qui nous handicapaient dans nos pays d'origine. Une amie me disait, une amie haïtienne j'entends, lorsqu'elle est arrivée ici dans les années 70, il y a de ces fêtes qu'elle fréquentait entre haïtiens, et puis elle arrivait, elle voyait bien que on reproduisait les mêmes préjugés de couleur, on reproduisait les mêmes préjugés langagiers, on ne parlait pas créole, et quelques-uns de nos compatriotes tiraient honneur, tiraient gloire du fait qu'ils ne parlaient pas créole à leurs enfants pour faciliter l'apprentissage, n'est-ce pas, du français. Eh bien, avec ces préjugés-là qui continuent de nous diviser, avec ces préjugés-là qui continuent, n'est-ce pas, de nous dresser les uns contre les autres, la même culture d'émigrés, eh bien, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour mettre sur pied justement une organisation politiquement forte qui va défendre nos intérêts, parce que moi, puisque j'ai un bon emploi, puisque j'exerce une profession prestigieuse, je me dis, si jamais j'avais un pépin, j'ai de quoi payer un bon avocat, pourquoi m'associer aux autres pour faire avancer la cause, n'est-ce pas, de ma communauté? Une autre cause qui explique que nous sommes faibles politiquement et financièrement, et je vais le dire, le cœur blessé, le cœur saignant. Nous n'avons pas de conscience identitaire. Je le constate. Plus on est élevé en dignité en tant que noir, moins on est conscient qu'on est noir. On dirait que si je suis un médecin noir, je deviens moins noir. Si je suis un grand avocat noir, je suis avocat, mais je suis pas noir. Si je suis un grand politicien noir, mais je suis politicien, mais je ne suis pas noir. Et si d'aventure je suis un grand sportif noir et que je fais beaucoup d'argent, mais je suis un grand sportif, mais je suis pas noir. Martin Luther King, en son temps, soulignait ce manque de conscience identitaire, n'est-ce pas? Lorsque dans l'un de ses discours, enfin dans l'une de ses homélies, il disait à la blague à ses fidèles qu'il appelait Dr. King, et qui voyait dans le titre, n'est-ce pas, une espèce de privilège qui devait le garder loin de sa communauté. Il a dit une fois à la blague, savez-vous comment un blanc appelle un nègre qui a un PhD? Les gens attendaient, il dit un nègre. Que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez ingénieur, que vous soyez informaticien, que vous soyez, n'est-ce pas, un excellent sportif, quand l'autre vous regarde, je m'excuse de vous le dire, il voit d'abord votre origine. Donc quand vous perdez votre conscience identitaire, non seulement vous ne vous aidez pas vous-même, mais vous n'aidez pas votre cause non plus. J'étais tellement triste dernièrement de voir deux politiciens d'origine haïtienne accepter un mandat de la part du Premier ministre du Québec de résoudre le problème du racisme au Québec, mais tout en évitant de parler du racisme systémique. Ils vont vous dire, personnellement, j'ai vécu, n'est-ce pas, le racisme, mais il n'y a pas de racisme systémique. J'ai vécu, n'est-ce pas, des préjugés raciaux, mais il n'y a pas de racisme systémique. Et je les regardais là, je dis, bon Dieu, on dirait que maintenant qu'ils sont ministres, on dirait que maintenant qu'ils sont médecins, on dirait que maintenant qu'ils sont banquiers, eh bien, ils ont perdu leur identité de noir, ils ont perdu, n'est-ce pas, leur conscience identitaire. Le juif sera toujours juif, quelle que soit sa profession. Qu'il soit médecin, qu'il soit avocat, qu'il soit ingénieur, qu'il soit informaticien, eh bien, le premier trait qu'il va évoquer, la première identité à laquelle il va faire référence, c'est son identité juive, parce qu'il est pétri de sa conscience identitaire. Et pourtant, nous, les Noirs, quand on évolue, quand on prend, n'est-ce pas, de la promotion dans la société, on se croit être des citoyens du monde, sans odeur, sans couleur, sans saveur, et alors là, nous perdons notre conscience identitaire. Aïe, 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 ça me brise tellement le cœur de le dire. Soyons clairs, je n'ai rien contre les mariages interraciaux, je n'ai rien contre les mariages interculturels, c'est le cœur qui aime.
Je reprends la phrase, c'est le cœur qui aime. Et donc, je n'ai rien contre les mariages interculturels ou les mariages interraciaux. Mais n'y a-t-il pas un problème quand tous les grands joueurs de foot de l'équipe de France, qui sont des blacks, ils ont des femmes blanches? En dehors du principe général que c'est le cœur qui aime, en dehors du principe général que je n'ai rien contre les mariages interraciaux, ce n'est pas un hasard que tous les joueurs de foot noirs de l'équipe de France sortent avec des femmes blanches. Ça a un nom, ça s'appelle un complexe d'infériorité. On dirait que quelque part, dans la tête de nos élites sportives, il fut un temps, c'était la même chose dans la tête de nos élites intellectuelles, on dirait que quelque part dans la tête de nos élites d'affaires, plus je monte dans la société, moins je suis noir, et plus je dois cacher mon identité noire. Et je vais cacher cette identité en allant cherchant une femme blanche, en allant cherchant un mari blanc, en habitant ailleurs par exemple, en faisant tout pour, si vous voulez, noyer mon identité de noir. Eh bien, vous savez quoi? On ne construit pas une société forte quand on est des noirs honteux. Le gars était noir jusqu'à ce qu'il devienne député. La fille était une fille noire jusqu'à ce qu'elle devienne une grande star à la télévision. Et désormais qu'elle est une grande star à la télévision, ne lui demandez pas de venir donner des conférences dans sa communauté. Ça fait ghetto. Vous savez, ça a un nom, ça s'appelle un complexe d'infériorité. Le même type de complexe auquel Frantz Fanon fait référence dans son maître ouvrage « Peau noire, masque blanc ». Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. $1 fait 11 fois le tour d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juif. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Nous sommes des noirs honteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus prestigieux si j'embauche des blancs. Pourquoi le juif n'a pas honte d'embaucher des juifs? Pourquoi l'italien n'a pas honte d'embaucher des italiens? Pourquoi le chinois n'a pas honte d'embaucher des chinois pour les postes importants, pour les make jobs? Bien sûr qu'il va faire appel aux noirs. Mais nous, les noirs, nous avons une entreprise, nous préférons engager les autres. Ou alors nous, les noirs, comme consommateurs, nous préférons consommer chez les autres plutôt que de consommer chez les nôtres, en sorte que notre dollar reste seulement 3 heures, statistiquement parlant, dans nos communautés noires. Il fuit ailleurs. Donc, puisque nous n'avons pas d'argent, personne ne nous prend au sérieux politiquement. J'ai échangé dernièrement avec un auditeur de cette émission qui a une pharmacie dans l'un des quartiers les plus fréquentés par des Noirs, les plus fréquentés par des Haïtiens à Brooklyn. En face de lui se trouve une autre pharmacie, cette fois tenue par un Vietnamien. Et mon ami me dit avec tristesse comment il constate que jamais un Vietnamien ne va-t-il acheter ne serait-ce qu'un Tylenol dans sa pharmacie à lui. Pourquoi? Parce que le Vietnamien, il sait qu'il doit consommer chez un compatriote, ne serait-ce que pour le rapprochement culturel, ne serait-ce que pour l'aisance langagière, il va acheter son Tylenol chez le pharmacien vietnamien. Mais notre compatriote haïtien qui tient une pharmacie dans un quartier fréquenté majoritairement par des Haïtiens, il me dit c'est avec tristesse de voir que les propres Haïtiens, ses propres compatriotes, vont acheter leurs médicaments à la pharmacie du Vietnamien. Généralement, quand on fait ça, soit c'est par inconscience identitaire, nous ne comprenons pas ce qu'on appelle l'économie coopérative. Nous devons faire en sorte que notre argent reste dans notre communauté. Ou alors,
Je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire. Je demande à Winnie de me faire un gros plan. Pendant la période de l'esclavage et pendant la période de la colonisation, on nous a instillé la jalousie. On nous a appris à détester ceux d'entre nous qui réussissent, en sorte que quand quelqu'un est en train de réussir, nous allons tout faire pour l'empêcher de réussir, car nous nous disons, si je vais acheter un médicament à sa pharmacie, je vais le rendre plus riche, plutôt que de le rendre plus riche lui, je préfère l'acheter mon médicament chez le Vietnamien. Mais ça, les amis, ça s'appelle de l'imbécilité. Ne soyons pas étonnés que lorsque les politiciens vont considérer les enjeux communautaires, ils vont considérer les intérêts des Juifs, ils vont considérer les intérêts des Chinois qui sont arrivés longtemps après nous dans nos pays d'accueil, mais quant aux Noirs, ils disent, écoutez, ceux-là, ils n'ont pas de conscience identitaire, ils ne comprennent pas le principe de l'économie coopérative, on s'en fout. Nous sommes faibles politiquement et financièrement parce que nous sommes de grands sentimentaux. Regardez, toute communauté bien organisée s'arrange pour que les politiciens leur rendent des comptes. Et les politiciens, n'est-ce pas, sont tenus de leur rendre des comptes quand ils font des promesses. Nous, les politiciens reviennent nous voir seulement lors des campagnes électorales. Et il s'agit pour eux, ces politiciens-là, de prendre un mot dans une langue africaine ou d'utiliser un mot du créole haïtien. Nous sommes tellement contents qu'ils parlent un mot de notre langue respective que nous sommes prêts à leur donner la clé de notre communauté, voire à leur donner notre mère. Parce que nous sommes de grands sentimentaux. Un blanc qui dit beauté, un blanc qui dit ça passe dans boulé. Nous sommes tellement heureux que nous applaudissons. Et ils nous prennent, n'est-ce pas, pour de grands imbéciles. On dirait que un seul mot, parlé par ce blanc-là, de notre langue respective, suffit pour qu'on lui fasse confiance. Nous sommes faibles politiquement et financièrement parce que nos organisations communautaires dépendent du financement des gouvernements. Qui finance commande? Vous regardez les diverses organisations dans la communauté haïtienne et elles sont légion, elles reçoivent toute une subvention du gouvernement. Et vous allez voir, si vous comparez la subvention que nos organisations africaines, nos organisations haïtiennes reçoivent, n'est-ce pas, du gouvernement, comparé à ce que les autres organisations des autres communautés reçoivent, nous, ils nous donnent des peanuts, ils nous donnent, n'est-ce pas, les miettes. Pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas forts politiquement, nous n'avons aucun levier pour les tenir responsables des miettes qu'ils nous donnent. Après toutes ces années que nous sommes établis en terre étrangère, nous ne faisons toujours pas du socio-financement. Nous ne finançons pas nos propres organisations, en sorte que nos organisations dépendent de tel gouvernement pour un 50 000, pour un 100 000, pour un 300 000. Pensez-vous que ces organisations-là puissent critiquer les gouvernements? Pas du tout. Parce que le gouvernement va les tenir par ce foutu chèque récurrent de 100 000, de 200 000, de 300 000. Et puisque ces gens qui sont dans ces organisations-là vivent de ces organisations-là, ils ferment leur gueule, même lorsque le gouvernement ferme les yeux sur un intérêt crucial de notre communauté. Nous sommes politiquement faibles et financièrement faibles parce que nos élites ne sont pas des bâtisseurs de communautés. Nous sommes à ce point complexés, nous les membres des élites, et je vais le dire, vous savez, ce sont nos élites qui sont les plus sous-développées dans nos communautés. Nous sommes à ce point complexés, dans toute autre communauté sérieuse, les élites font avancer leur communauté. Les élites sont des bâtisseurs, n'est-ce pas, de leur communauté. Eh bien, dans nos communautés à nous, nos élites sont là pour faire avancer leur propre carrière. Et ils s'en foutent, n'est-ce pas, du reste des gens, parce que eux ont fait des études, parce que eux ont réussi professionnellement. Quant au reste, ils peuvent bien aller, n'est-ce pas, voir ailleurs. Nous sommes politiquement et financièrement faibles, ça c'est important, parce que nos politiciens, ceux qui sont issus de nos communautés, ne sont pas là pour nous. Et là, je voudrais m'appesantir sur ce point. Quand un chef de cabinet de Barack Obama est juif,
quand le gendre de Donald Trump est juif, vous pouvez être sûr que les intérêts d'Israël, vous pouvez être sûr que les intérêts de la communauté juive vont, n'est-ce pas, faire un bond en avant. Pourquoi? Parce qu'un juif dans un cabinet politique va faire avancer les intérêts de sa communauté juive. Chez nous, les politiciens issus de nos communautés sont là pour eux-mêmes. Ils sont là pour leur parti politique. Ils sont là pour l'avancement de leur carrière, pas pour faire avancer les intérêts de nos communautés. Parce que nous pouvons ne pas être d'accord sur plusieurs sujets, mais vous nous avez consacré ce que vous avez de plus précieux, votre temps. Au nom de toute l'équipe de Lumière sur le monde, nous vous disons merci. En 9 mois, nous sommes rendus plus de 22 000 abonnés à travers le monde. Merci de cette énergie que vous partagez avec nous. On est ensemble. En parlant de nos élus, des politiciens qui sont issus de nos communautés, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient maires, mettez-en, j'ai dressé une typologie pour parler d'eux. Il y a le politicien qui est le figurant. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'être le premier noir à être député. Tout ce qu'il veut, c'est d'être le premier Camerounais à être maire. Tout ce qu'il veut, c'est d'être le premier Sénégalais à être sénateur au Canada. Au fond, lui, c'est celui qui veut figurer, qui veut entrer dans l'histoire comme le premier noir à se gratter les fesses en public. C'est le figurant. Et il va s'arranger pour être élu, il va s'arranger pour être présent partout, pas parce qu'il fait avancer les causes de votre communauté, mais c'est parce qu'il veut entrer dans l'histoire comme le premier noir à avoir fait ceci ou cela. Le figurant. Savez-vous comment vous savez qu'un politicien est figurant? Eh bien, au terme de son mandat de 4 ans, au terme de son mandat de 5 ans, demandez-lui, mais quel est son bilan communautaire? En quoi a-t-il réduit le taux de chômage dans sa circonscription? En quoi a-t-il fait baisser, n'est-ce pas, les gestes racistes dans sa communauté? Quel coup d'éclat a-t-il fait pour rappeler, n'est-ce pas, à ses électeurs qu'il est d'abord et avant tout noir? Vous allez voir que les figurants, généralement, ce sont des noirs honteux. Ils sont plus heureux à se retrouver en gang avec les autres dans leur parti politique qu'à être dans nos communautés à faire avancer nos causes. La pauvreté est toujours très grande dans nos communautés, malgré le fait que nous avons des politiciens figurants. Le deuxième type de politiciens que nous avons chez nous, parce qu'ils sont issus de nos communautés, moi, je les appelle les token blacks. Vous savez, ces politiciens que les blancs vont placer à des postes prestigieux et ronflants. Juste pour qu'on ne puisse pas dire de ces blancs-là qu'ils sont racistes. Juste pour qu'on ne puisse pas taxer le système de racisme. Ils vont dire, mais nous ne sommes pas racistes, nous avons nommé un tel comme gouverneur général, nous ne sommes pas racistes, nous avons nommé une telle comme secrétaire générale de telle organisation, nous ne sommes pas racistes, nous avons nommé une telle comme vice-première ministre. Et nous, comme grands sentimentaux, dès que le blanc nomme un token black, nous nous mettons à applaudir. Et dites-moi, en quoi le fait par Michaël Jean d'avoir été gouverneur général du Canada, en quoi cela a-t-il fait avancer la cause des Noirs? Citez-moi un seul haut fait d'armes qui est attribuable au fait que elle, en tant que haïtienne d'origine, était gouverneur général. Vous allez découvrir que chez nos token blacks, ceux qu'on nomme à des postes prestigieux, ils savent pour qui ils sont là. Et ils vont tout faire pour qu'on ne sache pas qu'ils sont là pour faire avancer la cause de leur communauté. D'ailleurs, ils refusent d'y aller. Après le token black, j'ai parlé d'un troisième type de politiciens issus de nos communautés que j'appelle soit le commandeur ou le nègre de service. Vous vous souvenez dans le contexte de l'esclavage du commandeur? Le commandeur, c'est l'esclave à qui le maître d'esclaves remettait le fouet ou le bâton pour qu'il punisse ses autres frères esclaves. Et lui, le commandeur, parce qu'il avait le fouet et le bâton et qu'il punissait d'autres esclaves, à un moment donné, il pensait qu'il n'était plus esclave et qu'il était devenu maître d'esclaves parce que il punissait les autres esclaves au nom de son maître.
N'avons-nous pas de ces politiciens issus de nos communautés, mais à qui le blanc remet le fouet et le bâton pour punir les gens de sa communauté? Dernièrement au Québec, j'étais tellement écœuré. Deux brillants ministres. L'un est médecin, l'autre est issu, n'est-ce pas, du secteur bancaire. Ils sont arrivés, n'est-ce pas, au timon des affaires en tant que ministres. Et là, dans la foulée de l'assassinat crapuleux, n'est-ce pas, de George Floyd, eh bien, le premier ministre du Québec, qui est un habile machiavélique, qui est un ethno-nationaliste, c'est-à-dire un raciste, voulant gagner du temps, il a mis sur pied un énième groupe d'action contre le racisme. Sauf que là, à la tête de cet énième groupe d'action contre le racisme, il a placé deux Noirs. Donc on ne pourra pas dire que ça va être un truc de raciste puisque c'est deux Noirs qui sont coprésidents. Mais déjà il dit, il y a un mot dont je ne veux pas entendre parler. Je ne veux pas entendre parler de racisme systémique. Mais rendez-moi fou sage. Comment peut-on parler de racisme dans un système? Comment peut-on parler de racisme dans un État? Comment peut-on parler de racisme dans une société sans évoquer tout naturellement le concept de racisme systémique? 6 mois plus tard, après des élucubrations du genre « Combien d'anges peuvent danser sur une aiguille ?» Eh bien, nos deux frères, compatriotes haïtiens, ont pondu un chiffon de rapport. On retrouve 25 recommandations auxquelles on est tous habitués. Bien sûr qu'il faut donner du travail, bien sûr qu'il faut éviter du racisme quand on cherche un loyer, etc. Ce sont tous des vœux pieux qu'on connaît déjà. Et puis je les regarde présenter leur rapport sans état d'âme. Vous voyez bien qu'ils sont là pour faire plaisir à leur patron, François Legault, plutôt que de faire avancer la cause de la lutte contre le racisme de leurs frères. Pour quelle raison? Maintenant qu'ils sont ministres, ils ne sont plus noirs. Moi, j'appelle ça le nègre de service ou le commandeur. Legault leur a mis un groupe d'action contre le racisme entre les mains pour insulter leurs propres frères. Enfin, dans ma typologie, il y a le politicien que j'appelle le porteur de cause. Vous savez, pour moi, on devrait entrer en politique en tant que membre issu des communautés ethniques pour faire avancer une cause. Le politicien porteur de cause, c'est celui qui se dit « Ce n'est pas normal que dans mon côté, ce n'est pas normal que dans ma circonscription, le taux de chômage soit 2 fois plus élevé que chez les autres. Eh bien, je vais entrer en politique pour faire baisser ce taux. Je vais entrer en politique pour réduire la pauvreté. Et si dans 4 ans, je ne réussis pas à le faire, je démissionne. » Maintenant, dites-moi, combien de politiciens porteurs de cause connaissez-vous? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais quand moi je pense à des politiciens porteurs de cause, je mets toute une journée avant de commencer à voir un début de commencement de politiciens porteurs de cause. C'est pas donc étonnant. Ce n'est plus étonnant que nous soyons faibles politiquement parce que ceux pour qui nous avons voté ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour les autres. Nous avons notre responsabilité là-dedans. 2 responsabilités. La première responsabilité, c'est de nous renforcer en tant que consommateurs financièrement. Quand vous allez consommer, quand vous allez donner un ouvrage pour des travaux de rénovation chez vous, je prends cet exemple-là. Quand vous allez faire réparer votre voiture, la première question que vous devez vous poser, est-ce que ce commerce-là est détenu par l'un des miens? Aussi longtemps que nous serons faibles financièrement, nous serons faibles politiquement. Ce sont 2 vases communicants. Quand vous êtes fort économiquement, vous pouvez influencer la politique et envoyer les candidats que vous voulez pour faire avancer vos causes. Mais aussi longtemps que nous perdons toute notion d'identité financière, au point que nous ne savons même pas ce que c'est que l'économie coopérative, nous serons toujours en tant que noirs au bas de l'échelle. Soyons égoïstes un peu.
comme les Juifs. Soyons égoïstes comme le sont les Italiens. Soyons égoïstes comme le sont, n'est-ce pas, les Chinois. Quand eux vont donner de l'ouvrage, un ouvrage prestigieux, quand ils vont faire appel à des gens pour réparer leur maison, pour réparer leur voiture, ils iront chez les leurs. Nous sommes les seuls peuples à nous considérer comme des citoyens du monde, des espèces d'esprits éthérés, sans conscience identitaire. Nous gaspillons notre argent dans d'autres communautés et après, nous venons nous plaindre du fait que personne ne nous prend au sérieux, Donc nous avons notre responsabilité. Nous avons une autre responsabilité, celle de nous organiser politiquement. Je l'ai dit dans mon texte liminaire. Vous savez pourquoi un politicien issu de nos communautés peut se permettre, n'est-ce pas, de faire avancer la cause des Blancs plutôt que la cause des Noirs? Parce que ce politicien-là ne nous est pas redevable. C'est lui qui va voir le parti politique et qui demande à être candidat dans nos communautés. Ou alors c'est le parti politique qui, pour ces raisons, vient le recruter lui. Ce n'est pas ainsi que la chose doit se faire. Dans la communauté grecque, par exemple, avant qu'un candidat puisse représenter les Grecs dans tel comté, dans telle circonscription, eh bien, ce sont les diverses assemblées politiques grecques qui se réunissent pour désigner leurs candidats. Et là, il y a plusieurs candidats qui se proposent, les Grecs entendent leur discours et à la fin, on dit, voici celui ou celle qui va nous désigner. Et alors, les Grecs se tiennent en bloc derrière lui ou derrière elle. Nous perdons à ce point notre sens d'identité ethnique que nous votons n'importe comment. Dans un même quartier où les Noirs sont majoritaires, dans un comté où les Noirs sont majoritaires, alors nous allons voter n'importe comment. Nous ne faisons pas ce qu'on appelle un vote grégaire. Il faut voter en bloc pour le ou la candidate, n'est-ce pas, que nous avons désigné, mais c'est nous qui devons le ou la désigner en ayant des organisations ou des assemblées politiques. C'est bien d'avoir des organisations sociales pour faire avancer la cause de l'éducation. C'est bien d'avoir des organisations régionales pour soutenir telle école dans nos pays d'origine. Mais si nous nous contentons de faire ça sans nous organiser politiquement dans nos pays d'accueil, nous resterons toujours au bas de l'échelle. Mao Tse-tung disait « Le maître mot pour faire avancer les causes, c'est l'organisation, c'est l'organisation, c'est l'organisation. » C'est tellement honteux de voir que les Chinois ont leur association mondiale, les Juifs ont leur congrès mondial, mais nous, les Noirs, nous sommes encore pris avec les arbres de nos localités respectives sans être en mesure de nous élever au-delà de ces arbres-là pour voir la forêt. Pourquoi il n'y aurait pas un parti noir du Canada? Pourquoi il n'y aurait pas un parti noir aux États-Unis? Pourquoi il n'y aurait pas un parti noir en France ou au Royaume-Uni? Peut-être que nous n'allons pas former le gouvernement, mais dans le système parlementaire, nous pouvons détenir la balance du pouvoir. Et quand on détient la balance du pouvoir, même lorsqu'on ne forme pas le gouvernement, on a les leviers qu'il faut pour faire avancer nos intérêts. J'espère que en cette fin d'année 2020, la saga George Floyd va nous faire prendre conscience du fait que si personne ne nous respecte, c'est parce que nous sommes mal organisés. Si personne ne nous respecte, c'est parce que nous avons placé la réussite personnelle sur la réussite collective. Si personne ne nous respecte, c'est parce que nous n'avons pas développé les intérêts d'une économie coopérative, c'est parce que nous n'avons pas développé des réflexes politiques. Il est temps, après tout ce temps que nous existons en terre étrangère, il est temps que nous ayons, n'est-ce pas, un congrès mondial noir. Et quand je dis congrès mondial noir, je pense pas à une vingtaine de personnes qui s'approprient le titre et qui dans un sous-sol, n'est-ce pas, vont se réunir entre eux et vont aller chercher un titre pompeux pour dire nous sommes le congrès mondial noir. Non, il faut aller chercher la légitimité et la représentativité de tous les frères et sœurs noirs et que désormais, lorsqu'il y a tel
organisation nationale ou telle organisation mondiale ou telle organisation africaine, que nous soyons tous représentés dans les instances de ces organisations. Ne venons plus nous plaindre du fait qu'on ne nous respecte pas politiquement. Ce n'est pas une fatalité, c'est notre faute. Ne venons pas nous plaindre du fait que la communauté juive, la communauté chinoise, n'est-ce pas, telle autre communauté est en train de progresser financièrement. Ce n'est pas une fatalité, c'est notre faute parce que nous nous sommes laissés engoncés dans ce défaut de la jalousie qu'on nous a instillé pendant l'époque de l'esclavage, qu'on nous a instillé pendant l'époque de la colonisation, en sorte que quand un frère réussit, nous regardons sa réussite comme un échec personnel. Pas du tout. Un frère qui réussit, c'est une promesse que moi aussi je peux réussir. Un frère que j'aide à réussir, c'est ma communauté qui va de l'avant. Il est temps qu'on annihile ces comportements mesquins. Il est temps qu'on en finisse avec ces batailles de chapelle qui vont faire en sorte que le même gars, voilà un autre problème qui m'écœure dans nos communautés, le même gars que tu as retrouvé dans telle organisation il y a 30 ans plus tard, il est toujours le président de la même organisation. Le même conseil d'administration que tu as retrouvé il y a 25 ans à la tête de telle organisation, 25 ans plus tard, c'est le même conseil d'administration. Il n'y a pas de relève. Et alors, nous allons nous plaindre des régimes de dictature en Haïti ou des régimes de dictature en Afrique. Nous reproduisons les mêmes réflexes de dictature en terre étrangère. Pourquoi avons-nous la même présidente à la tête de la même organisation depuis 30 ans? Pourquoi avons-nous le même président à la tête de la même organisation depuis 30 ans? Et parfois, c'est tellement comique. Il y a au moins une organisation à Montréal, une organisation de Noirs, là. Vous regardez les gars, vous voyez bien qu'ils sont séniles. Mais ils refusent de céder leur place, il n'y a pas de relève. Et aujourd'hui, eh bien, ils ne représentent plus personne, mais ils continuent à être président, à être présidente, et vous voyez bien que la seule motivation, c'est la subvention gouvernementale. Il y a un peu plus d'un an maintenant, il y avait un scandale au Canada. Lorsqu'on a découvert que le premier ministre actuel du Canada, jusqu'à l'âge de 26 ans, faisait des blackface pour se moquer des Noirs. Wow. Dans tout pays, il aurait dû démissionner. Ou alors, s'il s'agissait d'une autre communauté, cette communauté en profiterait pour faire avancer sa cause politique. Imaginez seulement une vidéo qui montre un politicien en train de se moquer des Juifs, il est foutu. Imaginez seulement, n'est-ce pas, un politicien en train de faire, n'est-ce pas, le salut nazi, il serait foutu. Mais là, c'est le premier ministre du Canada qui, jusqu'à l'âge de 26 ans, faisait des blackface. Et là, je me dis, nous allons profiter de ce scandale pour faire avancer nos causes. Mais vous savez quoi? Nous sommes à ce point mal organisés et inorganisés. Vous savez ce que le blanc a fait? Il est allé chercher un ou deux intellectuels. Et chaque intellectuel a dit, mais non, il n'y a rien là, vous savez, un blackface, c'est rien, le gars, il est jeune. À 26 ans, il est jeune. Ah, vous savez, il comprenait pas. Le gars avait déjà une maîtrise de McGill et il était prof à Vancouver et il savait pas. Et alors, nous sommes étonnés du fait que personne ne nous prend au sérieux. Il y a un blackface là. Donc l'insulte suprême, voulant faire passer le noir pour un retardé, voulant faire passer le noir pour quelqu'un qui est plus proche du singe que des humains, et plutôt qu'en tant que communauté de nous asseoir avec Trudeau pour dire, écoutez, si vous voulez qu'on vous garde comme Premier ministre, voici les causes que nous voulons faire avancer. La cause de l'immigration des demandeurs d'asile, la cause du chômage, n'est-ce pas, dans le quartier de Montréal-Nord. Engagez-vous à cela et nous allons vous prononcer notre pardon. Deux intellectuels sont allés dire, mais vous savez, il n'y a rien là, le gars, il était jeune, ceci, cela. Comme au bon vieux temps de l'esclavage. Comme au bon vieux temps de la colonisation, on identifiait un noir
Et on lui disait, toi, t'es pas comme les autres noirs, et tu vas le faire le bon discours de l'évangile, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Voyez comment les périodes changent, les tactiques du blanc ne changent pas, mais souvent, certains des réflexes de nos élites sont restés les mêmes. Si nous voulons faire avancer nos causes, nous devons nous organiser politiquement. Si nous voulons faire avancer nos causes politiques, nous devons nous organiser financièrement. La politique et l'argent, ce sont deux vases communicants. Vous êtes faible financièrement, vous serez faible politiquement. Mais nous sommes dans les mêmes pays, par Dieu. Nous sommes de grands consommateurs. Nous avons le pouvoir de consommer. Nous devons tout simplement apprendre à consommer chez les nôtres pour les rendre forts. En les rendant forts, nous devenons forts ensemble. Et lorsque nous serons forts financièrement, nous allons pouvoir imposer nos agendas politiques. Comment nous allons imposer nos agendas politiques? En nous organisant politiquement. Pourquoi dans nos comtés? Pourquoi dans nos quartiers? Pourquoi dans les circonscriptions où nous sommes numériquement forts? Pourquoi n'avons-nous pas des assemblées politiques pour désigner nous-mêmes nos politiciens? Et comme ça, ils nous seront redevables à tous les 4 ans. Mais que de laisser un blanc venir choisir l'un des nôtres pour faire de lui un député, pour faire de lui un ministre, ou que de laisser l'un des nôtres aller cogner lui-même à la porte des partis politiques, ça ne donne rien parce que dans un cas comme dans un autre, nos politiciens sont redevables vis-à-vis des Blancs et non vis-à-vis de nos communautés. Notre manque d'organisation nous abrutit au point tel que nous sommes même incapables de voir les leviers dont nous pourrions disposer si nous étions organisés. Vous savez, en 2014, on a évalué à plus de 60 milliards de dollars les transferts des Africains de la diaspora vers leur pays d'origine. 60 milliards de dollars, c'est supérieur à l'aide publique en développement qui est de 56 milliards et c'est même supérieur à l'aide, n'est-ce pas? C'est même supérieur aux investissements directs étrangers qui sont évalués à 50 milliards. Vous envoyez 60 milliards par année dans vos pays d'origine respectifs. Vous n'êtes à ce point pas organisé que vous n'êtes même pas en mesure d'imposer un certain agenda dans vos pays respectifs. Quant aux Haïtiens, les 2 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est plus de 4 milliards de dollars qu'ils envoient par année en Haïti. 4 milliards de dollars, c'est plus que toute l'aide internationale réunie. Mais nous sommes à ce point mal organisés ou inorganisés que nous ne sommes même pas en mesure de faire respecter, n'est-ce pas, le principe de la double citoyenneté à tous les niveaux de l'État haïtien. Et pourtant, nous pensons que puisque j'ai tel diplôme, que j'ai décroché de Harvard, que j'ai décroché de McGill, que j'ai décroché de Sorbonne, je peux arriver en Haïti et transformer, n'est-ce pas, le pays. Nous ne sommes même pas foutus d'être forts dans nos pays d'accueil où nous sommes installés depuis plusieurs décennies, que nous nous faisons l'illusion de pouvoir changer nos pays d'origine et puis nous allons avec le complexe du Messie. Non. On est fort politiquement quand on est organisé et on est fort politiquement quand on est financièrement fort. Regardons nos communautés africaines, nos communautés de Noirs. Qu'avons-nous? Des églises. C'est tellement débilitant. Les seuls bâtiments publics que nous détenions comme Noirs et Afro-descendants, ce sont des bâtiments d'église. Si vous comparez, par exemple, les acquis de la communauté italienne, par exemple, en termes de complexes, de salles de restaurants, etc., quand vous avez une festivité à organiser, vous êtes obligé d'aller louer les locaux qui appartiennent, n'est-ce pas, à d'autres. Quand vous avez un mariage à célébrer, vous êtes obligé d'aller louer, n'est-ce pas, les locaux à d'autres. Et nous, tout ce que nous avons, c'est des bâtiments d'église, des bâtiments dans lesquels nous investissons d'énormes sommes, mais quand vous voyez l'usage que ces pasteurs font de ces églises, vous dites, mais c'est de l'imbécilité managériale. On a de gros bâtiments, mais il n'y a pas de garderie dans ces bâtiments pour enfants.
On a de gros bâtiments, mais nos personnes âgées sont obligées, n'est-ce pas, d'aller résider chez d'autres propriétaires de résidences pour personnes âgées, et nos bâtiments d'église servent littéralement à des réunions de prière, à des services, à des cultes religieux du dimanche matin, où la business de la dîme continue, n'est-ce pas, de fonctionner de plus belle. Donc, aucune conscience de l'économie coopérative. Vous pensez que c'est avec des tonnes d'églises que nous allons être politiquement forts? Vous pensez que c'est avec des églises que nous achetons et qui 9 fois sur 10 sont inscrites au nom du pasteur et de sa famille? Vous pensez que c'est avec ces églises-là que nous allons être financièrement forts? Hey, réveillons-nous. Et au fait, par ce comportement, nous reproduisons nos pratiques d'église dans nos pays respectifs. Dans nos pays respectifs, les gens ne mangent pas à leur faim, mais ils donnent la dîme à un pasteur qui fait construire, n'est-ce pas, un bâtiment colossal, et à part d'adorer Jésus et de dire béni soit l'Éternel, ces bâtiments ne servent à rien d'autre. Donc, ils ne servent pas à accueillir des personnes âgées ou des sans-abri uniquement pour le dimanche, pour la réunion de prière et l'étude biblique. Eh bien, nous transposons ces mêmes comportements de fous dans nos pays respectifs. Si nous sommes faibles politiquement, c'est parce que nous sommes faibles financièrement. Et nous ne serons jamais forts politiquement si nous ne nous organisons pas. Apprenons des autres, apprenons des Juifs, apprenons des autres, apprenons des Asiatiques. Et comme je l'ai dit, soyons un peu égoïstes. Consommons chez les nôtres et embauchons les nôtres pour que notre dollar fasse 11 fois le tour de nos communautés avant de les laisser pour aller ailleurs. Pour y arriver, il y a tout un travail à faire. Je sais bien que si nous avons échoué là-dedans, c'est parce que nous n'avons pas appris de nos parents l'éducation, ce qu'on appelle la littératie financière. Eh bien, on ne nous a pas appris à l'école. Dans nos familles, eh bien, nos parents ne nous ont pas éduqués à reconnaître la valeur de l'argent, à reconnaître l'importance de l'économie. Eh bien, si nous voulons que ça change, eh bien, nous devons prêcher par l'exemple. Commencer à dire à nos enfants ou à nos petits-enfants qu'ils sont haïtiens, qu'ils sont africains, qu'ils sont noirs. Et pour se faire respecter, il faut qu'ils soient forts financièrement. Et comment est-ce qu'une communauté devient forte financièrement? Lorsque chaque membre de cette communauté consomme dans cette communauté. Comment une communauté arrive à se faire respecter? Lorsque cette communauté est organisée politiquement et qu'elle développe un agenda politique et qu'elle vote en bloc. J'espère au cours de l'année qui s'en vient présenter des émissions sur comment nous éduquer financièrement, comment nous organiser politiquement. Je vous le promets pour l'année 2021, car moi je suis écœuré de voir que malgré notre intelligence, malgré nos réussites personnelles, nous continuons à n'être pas pris au sérieux par les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes complexés. Pourquoi? Parce que nous pensons à notre réussite personnelle plutôt qu'à la réussite collective. Pourquoi? Parce que nous avons des préjugés qui nous ont été instillés pendant l'époque de l'esclavage ou de la colonisation et dont nous n'arrivons toujours pas à nous débarrasser. On prend le temps de méditer, on prend le temps de s'éduquer, car nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Il nous faut tout simplement de la discipline en matière d'économie coopérative et plus d'organisation en matière politique. J'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Ne l'oublions pas, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Mais ne l'oublions surtout pas, on est ensemble. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir.
L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. L'émission Lumière sur le monde est désormais disponible sur la chaîne panafricaine de Media to Africa via Facebook et YouTube. Merci à notre fier partenaire. On est ensemble.